J'ai envie de partager avec vous ce texte de l'allégorie de la caverne de Platon et d'en donner une version personnelle. Mais ce n'est qu'une version. Chacun de vous peut le comprendre d'une façon différente. Merci de le partager si vous le désirez. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Le long de cette route, des hommes, portant des objets de toutes sortes, des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. Ils n'ont jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face. Dans ces conditions, ils croient nommer les objets qu'ils voient comme étant réels, et s'il y avait dans la prison un écho, ils l'attribueraient aux ombres qui passent devant eux. La caverne représente la prison de soi-même, l'ignorance volontaire. N'avez-vous jamais remarqué combien certaines personnes considèrent tout comme étant normal? La beauté est accueillie avec un haussement d'épaules désabusé, ou les douleurs du monde, avec un chacun ses problèmes. Il n'y a plus de surprise, d'émerveillement, plus de rêve, plus de compassion. C'est l'aliénation de l'esprit où le bien et le mal se sont mélangés, à tel point qu'ils ne savent plus très bien où se trouve le bien et où se trouve le mal. Les valeurs essentielles disparaissent, et cela au profit de celui qui exerce une domination suffisamment puissante sur l'autre. Le sujet perd son libre arbitre, l'envie d'analyser sans renier à des pensées totalitaires qu'exerce sur lui une certaine société de pouvoir et d'intérêt. Il est facile de se laisser bercer par l'illusion, elle est attrayante et nous demande peu d'efforts. La facilité nous mène à la paresse et non à l'autocritique. Nous sommes pris en otage dans un monde culturel, politique, économique, médiatique, fait d'intérêt, de passion, de pouvoir, d'obscurantisme, donnant souvent une idée fausse du savoir et de la vie réelle, trompant ainsi un grand nombre pris dans les rouages d'un système qui bafoue nos droits pour leur bien-être. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? Est-ce ses origines? La façon dont il vient au monde? Ou la façon d'avoir été élevé? Je pense que l'on devient un homme, non pas par les choses, mais comment on en finit avec elles. Mais revenons à notre caverne. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière, en faisant tous ces mouvements, ne souffrira-t-il pas? L'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres, et les ombres qu'il voyait lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant. Il aura besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord les ombres, puis les images des hommes et des autres objets. Ensuite les objets eux-mêmes, la clarté des astres et de la lune, les corps célestes et le ciel lui-même. Puis ce sera le soleil, non ces vaines images qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est, que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible. Maintenant, imaginons que l'on vienne un jour nous démontrer, preuve à l'appui, que ce que nous vivons, croyons, défendons depuis l'enfance est faux. Comment réagirions-nous? N'aurions-nous pas cette impression d'effondrement, puis ensuite refuser cette réalité comme étant un mensonge, une duperie? Puis devant l'évidence, en découlerait un conflit intérieur intense, fait de souffrance, de questions, de révolte, de colère. Constater avec amertume que durant toutes ces années, tout ce qui a été vécu, pensé, fait était pure illusion. Il y a de quoi sombrer dans une dépression grave, non? Rester là à regarder sans voir et à écouter sans entendre, ne plus rien avoir à faire avec ce monde de mensonges.
Ou si le est assez fort, n'aurions-nous pas ce besoin de faire le point avec nous-mêmes, de faire le vide, comme on dit, rester seul un temps? Pour moi, la nature, le silence serait mon premier refuge, là où tout est pur, sans tromperie. Réapprendre à regarder le ciel, les étoiles, les choses simples, un lever ou un coucher de soleil. Renaître, réapprendre à vivre. Oui, réapprendre à vivre au rythme de la nature, au rythme des saisons, en commençant par le printemps, où tout s'éveille avec ses bourgeons, puis ses feuilles, la beauté des fleurs qui ravissent nos yeux et apaisent notre âme. Réapprendre à écouter le vent dans les arbres, une rivière qui coule, un oiseau qui chante. Puis l'été, où tout s'épanouit, où tout devient nature, les fruits d'une jeunesse heureuse. Ensuite, voici l'automne, où tout se transforme à nouveau dans la chaleur des couleurs, ce temps de repos, où tout s'achève dans le calme, la sérénité, la sagesse. Enfin, voici l'hiver, où le sommeil de la nature rappelle l'ancienne vie, cette non-vie d'être, mais de ne pas être. Cela fait penser aux compagnons d'infortune qui sont encore dans l'ignorance. Sont-ils coupables? Le laxisme mène à la dépendance. Mais comment les blâmer? Ils font confiance à une autorité qui profite de leur faiblesse. Le texte de Platon nous dit encore: si cet homme redescend dans la caverne, il va s'asseoir à son ancienne place, les yeux aveuglés par les ténèbres venant brusquement du plein soleil. Ne va-t-on pas rire à ses dépens? Et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter? Et s'ils tentent de les délier et de les conduire en haut, ne le tueront-ils pas? Ouvrir les yeux des hommes est une évidence pour tous les philosophes. Amener à la lumière, plutôt que de laisser le feu de l'ignorance les tromper. La vérité, le philosophe se souvient comment il a réagi devant elle. Cette connaissance lui a donné cependant la sagesse, le bien-être, cette vérité qui est pour lui l'absolu. Mais c'est ce que pense toute personne qui franchit un cap d'évolution. Ne lui donne-t-elle pas la certitude de la vérité? Mais une vérité n'en déplace-t-elle pas une autre? Chacun est convaincu que ses opinions sont les bonnes, chacun reste sur ses positions, et le philosophe met en danger l'ordre établi. Et ainsi se met en danger lui-même. Il sera considéré comme un fabulateur, un imposteur, un manipulateur, désirant le pouvoir et corrompre la société. De tout temps, les hommes n'ont-ils pas agi ainsi, détruisant ce qu'ils ne comprenaient pas? C'est plus facile que d'essayer d'analyser les nouvelles idéologies, sciences, énergie, etc. Mais la facilité, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil mènent surtout à ne pas vouloir entrevoir une lueur d'espoir pour un monde meilleur. Et nous, que faisons-nous? Que pensons-nous? Que vivons-nous? On dit que le corps est le berceau de l'âme. Veillons à ce que ne soit pas notre tombeau. Mais ne vous y trompez pas. Malgré tout, je crois en l'humanité. J'ai rencontré des personnes à l'âme pure et j'en rencontre encore aujourd'hui. Je terminerai en disant que la vie est comme un escalier qui monte sans cesse. Chaque marche nous permet de monter plus haut. Mais où que nous soyons sur cet escalier, il ne faut jamais perdre de vue la première marche, car c'est grâce à elle que nous sommes là où nous sommes.